Notre discussion, alors demain, 235 ans après, 80 marins vont prendre le large, direction les États-Unis, à bord d'une réplique de l'Hermione. La frégate qui a conduit le marquis de Lafayette vers les États-Unis en 1780 a été reproduite à l'identique. 3 mâts, 65 mètres de long, 2200 mètres carrés de voilure. Il a fallu près de 20 ans pour mener à bien ce projet démentiel, conduit depuis le début par un groupe de passionnés. Retour sur un épisode fondateur de l'amitié franco-américaine, l'Hermione Amérique. Nous revoilà, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Christian Buchet. Vous êtes expert maritime, membre de l'Académie de Marine, vous êtes directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris et directeur scientifique du programme Océanide, qui est en train de montrer que la mer est la clé de l'histoire universelle. Et vous venez de publier Marin de nos vies, une spiritualité du bonheur chez Cerf. Patrick Villiers, historien, professeur émérite en histoire moderne à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Vous êtes également vice-président de la Société française d'histoire maritime et vous êtes l'auteur de Lafayette, rêver la gloire aux éditions Monel Ayot et de La France sur mer, une histoire de la marine française, paru chez Pluriel. Le commandant Michel Péry, vous êtes capitaine de navire, vous avez été plusieurs fois maître à bord du célèbre Belém, le plus ancien 3-mâts en Europe en état de navigation, et vous êtes le fondateur de l'association Itchach Begia, l'œil de la mer en basque, qui œuvre à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine et de la culture maritime basque. Enfin, nous sommes en duplex de Rochefort, en Charente-Maritime, avec Bénédicte Donnelly. Vous êtes le président et l'un des fondateurs de l'association Hermione Lafayette. C'est votre association qui, depuis 1997, s'est lancée dans cette formidable aventure qu'est la reconstruction de la frégate Hermione. Et nous allons immédiatement en duplex avec vous, Bénédicte Donnelly. Vous êtes donc à Rochefort et je vais vous poser une question toute simple. Qui a eu cette idée folle, il y a presque 20 ans, de se lever comme ça un jour et de se dire « je vais reproduire à l'identique l'Hermione ». Est-ce que c'est vous ? Non, il y a une paternité collective, hein, une paternité collective. D'abord, ça a plus de 20 ans. L'idée, elle a émergé il y a 25 ans. L'association a été créée il y a 23 ans. J'en suis le président depuis 22 ans. Oui, c'est des navigations au long cours à Rochefort. On est habitué. Et bien là, je suis au cœur du bâtiment qui est à l'origine du projet, parce que c'est autour de la restauration de ce monument où je suis, la Corderie royale, détruite par les Allemands en 1944, incendiée, qui est restée à l'état de ruine pendant presque 30 ans, et qui a été rebâtie pendant plus d'une dizaine d'années au cours des années 70, avec une ville battante, des élus combattants. Et quand on arrive avec quelques-uns, Paul Guimard et Eric Orsena, au milieu des années 80, on crée ici, il y a 30 ans, presque jour pour jour, dans la Corderie royale, on a créé un lieu culturel dédié à la mer. C'est ça, le premier pas. L'Hermione, c'est d'abord un projet culturel. C'est un projet culturel pour une ville qui n'a été créée que parce que le roi de France a décidé, en mettant un doigt sur la carte en 1666, de créer un arsenal ici. Donc cet arsenal, il est détruit. Il y a une ville qui est ruinée en 44. Et aujourd'hui, avec l'Hermione, avec la Corderie, c'est une ville qui renaît. Donc c'est un projet de toute une ville, de tout un territoire. C'est aussi un projet culturel national, puisqu'on a redonné à la France, on a voulu redonner à la France un navire que toutes les grandes nations maritimes ont su préserver, des navires antérieurs au XIXe siècle, des navires de cette magnifique époque de la marine à voile. La France, contrairement à l'Angleterre, contrairement à l'Espagne, aux Pays-Bas et aux autres, n'avait ni protégé ni reconstruit aucun navire de ce type. Bénédicte Donnelly, excusez-moi de vous couper. On a le sentiment en vous écoutant qu'en fait vous voulez construire, rebâtir un monument historique. C'est ça l'Hermione aujourd'hui ? C'est un projet culturel, d'abord, mais c'est un projet que dès le départ, on a voulu faire naviguer. On a dit c'est la cathédrale pour Rochefort, mais c'est aussi un navire emblématique pour la France et c'est un navire ambassadeur. Donc on n'a jamais séparé la navigation du projet de reconstitution patrimoniale. Les deux vont ensemble et les deux doivent aller ensemble. Et alors là, vous vous trouvez en ce moment dans l'atelier de cordage. Est-ce que c'est en partie là qu'ont été réalisés les cordages qu'on va trouver à bord de l'Hermione ? Parce que la façon est artisanale et vous avez tenu à respecter au fond la méthode, l'artisanat de l'époque.
Oui, me vient à l'esprit en vous écoutant une phrase de Paul Guimard, formidable écrivain, l'auteur des Choses de la vie, premier président du Centre international de la mer, et qui nous avait donné cette ligne de conduite il y a 30 ans. On est 30 ans jour pour jour. Il nous avait dit beaucoup d'aventures de grand vent sont parties de Rochefort, d'autres vont aujourd'hui en repartir, des aventures de l'esprit. Ce ne sont ni les moins exigeantes, ni les moins périlleuses. Mais je fais un coucou à Paul qui nous a quittés maintenant il y a plus d'une dizaine d'années, parce qu'aujourd'hui, on réconcilie les aventures de grand vent et les aventures de l'esprit. Donc c'est vrai que c'est au cœur de cet atelier qui est un atelier de matelotage plus qu'un atelier de cordage. Ici, on a fait du matelotage autour des cordages de l'Hermione, mais effectivement, les équipes ici, qui dans ce lieu culturel, sont redevenues des artisans et en travaillant pour l'Hermione. Donc on est effectivement au cœur de cette réconciliation de ces deux projets. Patrick Villiers, vous l'avez vu l'Hermione? Ah bah des dizaines de fois, dès le début. Et quand vous regardez l'Hermione d'aujourd'hui et l'Hermione de l'époque, est-ce que vous jouez au jeu des différences? Est-ce que vous en voyez des différences? Comment est-ce que vous appréciez les deux frégates? Le projet est formidable. Hein. Je l'ai vu dès le départ parce que, bien sûr qu'il y a des différences, mais ça n'a aucun intérêt. Enfin, ça a un intérêt pour les maquettistes. Bon. Mais pour l'historien, ce qui est extraordinaire, c'est de voir revivre ce navire et de comparer avec les documents. Je discutais avec le commandant Cariou. Bon, eh bien, nous, on avait 2 vitesses pour l'Hermione, 12 nœuds ou 15 nœuds. Il m'a dit, on est déjà à 15 nœuds, mais vous allez voir, pendant la traversée, on va aller plus vite. Bon, 12 nœuds parce que la première traversée de l'Hermione, la coque n'est pas doublée en cuivre. Et puis, pendant l'hiver, on la double en cuivre, ce qui augmente la vitesse de pratiquement 25%. Alors, est-ce que c'est j'allais dire, c'est une coquille, c'est une maquette ou c'est un vrai navire? Lequel veut répondre à cette question? C'est un vrai navire. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une aventure de construire un navire comme ça en 1779. C'est une aventure aujourd'hui parce que... On l'a compris, ça a pris du temps. Il faut trouver les arbres. Ouais. C'était presque plus compliqué aujourd'hui parce que c'est pas des planches de bordage qu'on assemble. Il y a des éléments de mâture de bordage qui doivent avoir une forme particulière. Bénédicte souvent évoque les difficultés qu'il y a eu dans des camions où on a du mal à transporter ces grosses pièces de bois parce qu'ils sont pas au format actuel. Donc souvent ils ont coupé ce qui dépassait. Mais c'est justement ce qui dépassait qui intéressait. Ça a été très compliqué parce qu'à l'époque on construisait beaucoup. Donc le bois. Il y a 7 fois plus de déchets. C'est-à-dire qu'autrefois, le bois, il séchait lentement parce qu'on stockait, on construisait en permanence des frégates. Là, on décide, même si ça prend 30 ans de construire une frégate, donc il a fallu gérer l'humidité, il a fallu gérer tout ça. C'était presque plus compliqué de faire une frégate aujourd'hui que dans une fabrication en chaîne à l'époque. C'est un exploit véritablement d'être parvenu à ça parce qu'il y a tout un tas de techniques qu'on ne sait plus faire. Et puis si on avait dû construire avec les moyens de l'époque, vu le coût de la main d'œuvre, on ne serait pas arrivé. Donc il a fallu non pas que ça soit les charges. Absolument. Il a fallu que ça soit non pas les bordages qu'on amène pour les scies, c'est les scies qui ont dû à l'inverse pouvoir être mobiles. Donc on est procédé de manière inverse. La scie s'est mise derrière le navire alors qu'habituellement on montait les bordages en les coupant individuellement. Là c'est la scie qui montait à bord pour couper. Bénédicte Donnelly, ça a été une aventure inouïe, j'ai envie presque de dire une épreuve de construire cette frégate, ce navire. Dans ces 20 ans, quand vous vous retournez sur cette grande épopée, au fond, que vous avez tous vécu à Rochefort, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans la construction de ce bateau? Je dirais que le plus difficile, ça a été de garder la cohésion et la cohérence du projet, c'est-à-dire de jamais dévier. Et moi, je ne suis pas rochefortais. Et je pense que ça a été une alliance de gens venus de différents horizons. Il a fallu rassembler des compétences bénévoles. On est tous bénévoles dans le pilotage. Il faut garder le désintéressement et l'authenticité pendant 22 ans. C'est pas simple. D'abord parce que chacun d'entre nous a sa vie, des épreuves personnelles, professionnelles. Il a fallu les traverser. Et c'est pas toujours simple de gérer ça sur 22 ans. De garder aussi la cohésion d'une équipe. On vous sent presque fatigué de cette épreuve, non? Non, là, je suis peut-être fatigué parce que j'ai beaucoup couru dans la journée, mais non, l'enthousiasme est toujours là. Je sais pas si j'arrive pas à le rendre communicatif, ça devient grave. Alors il faut vraiment que je m'arrête, mais non, je pense que sérieusement, on a su garder ça. On s'est beaucoup étripé parfois. Hein. On a eu des débats entre nous. C'est pas parce qu'il y a du bénévolat qu'on s'étripe pas. On n'avait pas forcément à un moment donné, n'était pas toujours sur la même longueur d'onde, mais on a gardé ça. Et puis on a gardé l'adhésion de toutes les collectivités partenaires.
par-delà toutes les alternances politiques. Ça, c'était un vrai défi aussi. On a nos partenaires, régions, départements, villes, qui ont changé de majorité politique sur 22 ans, vous imaginez. Et puis le rapport avec l'Amérique. Imaginez, le rapport avec l'Amérique, là aussi, ça a été compliqué, parce qu'on a vécu des turbulences dans la relation franco-américaine. Mais vos invités en parleront bien mieux que moi, mais on a eu des vraies turbulences. À un moment donné, on ne pouvait plus mettre les pieds aux États-Unis après la guerre d'Irak. Donc tout ça, sur 22 ans, c'est une génération. Donc voilà, ça a été compliqué. Mais bien sûr, comme l'ont dit vos invités, les défis techniques, ils étaient là. Trouver les bois, les faire sécher. Imaginez avec quelles entreprises on allait travailler. On était traumatisés quand on a démarré ce projet en 92. Vous imaginez, le projet, il démarre dans nos esprits en 92. Au moment où se casse la figure en Bretagne, un projet du même ordre que le nôtre. On avait un immense respect pour eux. Ils nous ont inspirés. On a fait tous nos classes en Bretagne. Projet, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus? Oui, c'était le projet de Clipper à Douarnenez, avec toute l'équipe qui avait été inspirée par Chasse-Marée, etc. Ils se cassent la figure, dépôt de bilan de l'association, et le bois part en décharge ou en bois brûlé. Donc nous, on est traumatisés. On arrive à ce moment-là, on va voir l'Office national des forêts, on leur dit, mais vous pourriez nous donner du bois? Il dit, terminé. Repassez, il n'y a plus rien à voir. On a tout donné au projet précédent qui s'est cassé la figure. Donc on arrive dans cette atmosphère-là. Donc ça nous a servi de guide tout au long de ces 20 ans. Jamais en détresse financière, jamais, jamais, jamais. Et deuxièmement, on ne gère pas en nous-mêmes le chantier. On travaille avec des entreprises, on sélectionne des entreprises. Et on a eu la chance de trouver une formidable entreprise qui s'appelle l'entreprise Asselin, qui a accepté de travailler, je dirais, dans des conditions de vrais défis d'entreprise. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas d'argent. Donc on lui commandait des pièces de bois quand l'argent arrivait. Donc par moment, on lui disait, mais on te passe contrat, François, pour 1 an ou 2. Et puis, sur 20 ans, sur 17 ans de chantier, ses effectifs ont varié. Par moment, il n'en avait plus que 5 sur le chantier, puis ça remontait à 20. C'était en accordéon. Donc, il fallait un entrepreneur qui accepte de relever ce défi d'entreprise. Mais c'est comme ça qu'on a pu travailler et qu'on a pu réussir à aller au bout. Michel Péry, vous rêveriez d'être à la barre de ce navire-là? Mais je vais déjà répondre à votre question, parce qu'ils n'ont pas répondu, ils n'ont parlé que du chantier. Oui, c'est un super navire. Ah ben voilà. Parce qu'il navigue. Ouais. Parce qu'il navigue. Donc il a fait 2 mois de navigation à l'automne. Voilà, et je viens moi d'effectuer une mission de coordination pour faire les derniers ajustements et les dernières améliorations demandées par l'équipage. Donc c'est un superbe navire qui marche bien mieux qu'escompté, puisque personne n'avait la mémoire de la manœuvre et des performances. Donc c'est un superbe navire. Mais c'est un superbe navire qui navigue. Il y a une spécificité quand on est à la barre d'un navire comme celui-ci? Dans le comportement qu'il peut avoir sur l'eau? Chaque navire est spécifique, chacun a ses qualités manœuvrières, donc il est facile à manœuvrer. Donc d'abord je connais plusieurs des navigants qui ont navigué avec moi sur Belém auparavant. Voilà, et j'étais à bord hier, j'ai débarqué en Zodiac avant-hier soir, pardon. Donc voilà, il est prêt à traverser l'Atlantique, c'est le sujet, la question qu'on se pose tous. Sinon l'armateur ne l'aurait pas laissé partir. Alors, on poursuit, si vous le voulez bien, notre discussion. À l'époque, en 1778, l'Hermione a été construite en 1 an, 11 mois exactement. Sa réplique, on l'a dit, a pris près de 20 ans, 20 ans de construction, 20 ans de chantier, de projet. À part quelques concessions faites à la technique et à la sécurité, la fabrication a respecté scrupuleusement les méthodes de l'époque, le tout pour un budget de 26 millions d'euros, financé en partie grâce à l'engouement de l'opération auprès du public. Reportage Margot Chouraki et Michael Spitzberg. Dernier essai en mer pour l'Hermione, avant de mettre le cap samedi vers l'Amérique, 235 ans après Lafayette. 4 mois de voyage avec 16 escales. D'abord vers les Canaries, avant d'entamer la transatlantique pendant 1 mois et de remonter la côte est américaine, en passant par New York, Boston, jusqu'à Saint-Pierre et Miquelon, avant le grand retour à Rochefort, dans les Charentes-Maritimes. Alors on est au cœur de l'arsenal de Rochefort, on est devant une forme de radoub. C'était des lieux qui servaient à radouber, c'est-à-dire à réparer les bateaux. Et en fait c'est le port d'attache de l'Hermione. Donc vous voyez, on est un peu orphelin, parce que l'Hermione, elle est partie pour plusieurs semaines, plusieurs mois de voyage. Et donc la forme est désespérément vide pour l'instant. Mais le 29 août, on rentre dans notre port d'attache. Un chantier titanesque qui a débuté il y a 17 ans, avec un budget de 27 millions d'euros, financé pour 60% par la ville, le département et la région,
mais aussi par les petits curieux. En tout, 4 200 000 visiteurs sont venus admirer la construction de cette frégate d'exception, fidèle à l'original. Le bateau a été construit dans les mêmes conditions qu'au XVIIIe, même s'ils utilisent de l'outillage à la forge justement, l'essentiel du travail se fait avec le marteau et l'enclume, mais par contre, il y a aussi le marteau-pilon qui peut simplifier quelques tâches. Notre objectif, c'était de reconstruire un bateau le plus fidèle possible par rapport à l'origine. Mais c'est aussi de mettre des hommes du XXIe siècle à bord, donc à qui on ne peut pas faire vivre la même vie ni prendre les mêmes risques. Donc le compromis est obligatoire dans un tel bateau. Un 3-mâts, dont l'un qui s'élève à 47 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 16 étages. Long de 65 mètres, l'Hermione c'est aussi 2200 mètres carrés de voilure et 26 km de cordage, fabriqués comme dans le temps. Hop, encore un dernier serrage et c'est la fin. Voilà. José est l'un des artisans à avoir participé au matelotage du navire. Alors ce sont tous ces filets qui bordent le pont supérieur du bateau, un peu comme des filets de protection pour éviter de tomber par-dessus bord, un peu comme des garde-corps. Donc voici un modèle de filet par exemple. Pour moi c'est une très grande fierté. Tiens bon. Aux côtés du commandant, 17 marins professionnels. Et on va parler un langage, même si vous ne le comprenez pas, ça viendra avec le temps. Alors on brasse. Le reste de l'équipage sera composé d'amateurs. Allez, choquez, choque ton contre-bras. Des bénévoles sans expérience. 1, 2, paré. Formés il y a quelques mois. De là, on part de zéro. On doit transformer des gens qui sont pas du tout, qui n'ont jamais mis le pied sur un bateau, dans le pire des cas, en matelots du gabier XVIIIe siècle. Dès que les stagiaires arrivent, la première chose qu'on leur demande, qu'on vérifie, c'est leur aptitude à monter dans le gréement. S'ils ont le vertige, s'ils ne peuvent pas monter, on ne peut pas les garder. Donc le parcours s'arrête là tout de suite. 600 candidatures pour seulement 150 heureux élus, dont Justine, 26 ans, une Parisienne, tout juste diplômée d'un master en tourisme et patrimoine. La navigation est particulière parce que c'est une navigation comme au 18e. Donc on navigue essentiellement à la voile. Il y a quand même 17 voiles sur l'Hermione. Donc on navigue avec ces 17 voiles. Notre but c'est vraiment d'aller monter dans les mâts pour défaire les voiles, les faire évoluer en fonction de la météo. Donc c'est assez physique. Là on est 80 à bord. À l'époque, quand ils naviguaient sur l'Hermione, ils étaient 300 à bord. Donc en fait, on se retrouve vraiment beaucoup moins, et pourtant on doit faire à peu près le même travail. À son retour, l'Hermione sera ouverte aux visites à Rochefort, en espérant reprendre la mer à l'été 2016. Bon, moi j'aimerais bien y être, partir là avec l'équipage sur ce bateau. Et il y a eu une sélection extrêmement précise. Ils étaient 600, c'est ça au départ, et il se retrouve 80. Combien de marins à la manœuvre sur le navire d'origine? Combien de marins pour manœuvrer l'ancre? Je me tourne vers vous. Donc l'ancre se remonte avec le cabestan. Donc c'est une pièce tournante qui est mue par les hommes qui mettent des barres d'aspect dans les amolettes, voilà, et qui tournent. Donc c'est à la force des jambes, puisqu'ils marchent. Et on peut coupler plusieurs cabestans. Oui, mais est-ce que c'est aussi dur aujourd'hui qu'à l'époque? Oui. C'est la même encre. Oui, l'encre fait le même poids. C'est le même type d'encre et le même poids. Par contre, on y a adjoint des cabestans hydrauliques pour la sécurité, pour satisfaire. Mais on peut remonter l'ancre. Voilà. Alors, l'équipage, on a vu quelques chanceux qui vont embarquer demain. Comment est-ce qu'ils ont été sélectionnés? Quelle est la différence? Qui veut répondre à cette question-là entre les équipages de l'époque? Je crois que vous avez travaillé sur l'équipage de l'époque. Alors, non, là, il y a une différence. Alors, évidemment, on en a parlé en aparté, et vous y reviendrez. Il n'y a pas de femmes à bord de l'Hermione au XVIIIe siècle. J'ai appris que ça portait malheur. Oui, mais il y avait une autre raison. Ah bon? Aujourd'hui, pourquoi y a-t-il des femmes sur l'Hermione?
Parce que elles sont indispensables d'une manière générale? Oui, si vous voulez. Mais c'est parce que c'est un navire européen. Et comme c'est une entreprise européenne, il y a obligation d'avoir 30% de femmes. Ah oui, d'accord. C'est une loi européenne. Mais à l'époque, vous confirmez qu'il n'y en avait pas? Il n'y avait pas de femmes à bord de l'équipage? Non. Par contre, on avait la femme du gouverneur, il y avait des femmes à bord dans certains types de traversées. Donc, non, il y avait quand même des femmes à bord. Oui. Comment a été constitué cet équipage-là? En fonction de quels critères de sélection? Celui d'aujourd'hui ou de l'époque? Celui d'aujourd'hui. Celui d'aujourd'hui, il y a eu un volontariat d'une part et sélection d'autre part. Bénédicte Dunley, comment est-ce que les chanceux ont été sélectionnés? Je crois que la moyenne d'âge, ils sont très jeunes, hein, c'est 27 ans? Oui, c'est ça. Juste une petite précision, mais Michel est avec vous, donc lui, il est infiniment plus expert que moi, et c'est pour ça qu'il est avec nous, et on est très heureux qu'il soit à nos côtés pour piloter cette traversée. Mais juste une précision, c'est que l'association que je préside, elle est constructeur, elle organise aussi toute l'action culturelle et touristique, mais elle est devenue aussi armateur et société de navigation. Société de navigation, ça n'était pas notre choix au départ. On pensait trouver en France une société de navigation qui prendrait, comme on avait trouvé des entreprises pour gérer avec nous le chantier, et on n'a trouvé personne. On n'a trouvé aucune compagnie de navigation en France qui accepte de prendre la responsabilité de ce bateau, avec cet équipage mixte de professionnels et de volontaires, et puis ce bateau exigeant, mais Michel Péry le dira mieux que moi. Voilà, donc premier choix qu'il nous faut faire il y a 2 ans, c'est de dire on y va ou on n'y va pas. C'est-à-dire qu'on n'a personne pour prendre la responsabilité du navire, c'est l'association qui est confrontée à ce choix. On dit on y va, on se renforce. Chapeau à la filière Belém, parce que c'est grâce à la filière Belém qu'on a effectivement, tant du point de vue de l'association à terre que de l'encadrement en mer, trouvé des navigants capables de venir là-dessus. Et puis on se dit effectivement, il faut faire appel, vos invités l'ont dit, il faut être au moins 80 pour faire naviguer ce bateau-là. Alors pardonnez-moi, je vous coupe, il faut être 80. C'est 80 réellement à la manœuvre, ou vous mettez dedans les cuisiniers, c'est 80 à la manœuvre réellement? Non, enfin, il n'y a que 2 cuisiniers. Attendez, on va laisser répondre Bénédicte Dunley. Oui, c'est 80. C'est-à-dire, il faut que tout le monde, y compris les cuistots. Les cuistots, ils doivent être capables d'être gabiers et de monter, mais Michel le dira. Si la manœuvre l'exige, les 80 doivent être capables de monter dans la mâture. Ça, c'est impératif. Michel Péry. Il n'y a que 2 cuisiniers déjà, donc ça limite, ça ne va pas révolutionner la face du monde. Donc dans certaines manœuvres, il faut faire monter, selon l'expression, faire monter tout l'équipage, effectivement, de force. Après, un navire tourne 24 heures sur 24, parfois 25 heures sur 24 avec les changements d'heure. Donc il y a une permanence, donc il fonctionne en tiers. L'équipage est divisé en 3 tiers et il se relaie. Donc normalement, un tiers permet d'assurer les manœuvres courantes. S'il y avait une manœuvre qui demande une force exceptionnelle, ou des conditions météo qui l'exigent, on fait monter le reste de l'équipage. Je le disais, c'est un équipage très jeune. Il y a eu une sélection physique. C'est un navire qui nécessite justement d'être un peu costaud. Il paraît que l'un des critères de sélection, c'était, on l'a vu l'image, elle est impressionnante, d'être capable de monter au sommet du mât. Oui, alors ça, c'est pas de la force, c'est effectivement, faut pas ressentir la sensation vertigineuse, parce que quand on passe les gambes de revers, par exemple, c'est vrai qu'on est complètement dans le vide. Alors les gens portent des harnais, ils sont assurés, toutes des précautions sont prises, mais il faut quand même un sens de l'agilité. Mais qu'est-ce que... Alors pardonnez-moi d'insister, mais j'ai envie que vous nous fassiez vivre cette traversée, parce que vous connaissez ça par cœur. Qu'est-ce qui se passe au quotidien sur un bateau comme celui-ci, par comparaison avec un voilier, j'allais dire, traditionnel qu'est-ce qu'il y a de différent? Il faut monter les voiles, il faut... Déjà, sur un bateau, la notion de quotidien dure 24 heures. C'est pas un rythme nictéméral comme chez vous, à terre. Voilà. Et ensuite, il y a un objectif, il y a un appareillage, un navire appareil. Il a une destination et ensuite il faudra... Ça, j'entends bien. Vous me prenez vraiment pour une fille qui n'aurait pas pu embarquer à l'époque sur un bateau. Si. Non, mais je veux dire que monter les voiles, quand je dis monter les voiles, ça se fait peut-être plus facilement aujourd'hui, c'est ça que je... De la même façon. De la même façon. De la même façon. Donc en fait, c'est un bateau classique. La qualité des voiles et des cordages a été conservée. Donc le grammage, vous voyez les voiles que vous voyez là, c'est 900 grammes par mètre carré. Voilà. Donc la forme des voiles a été conservée, donc on va peut-être parler d'évolution tout à l'heure, mais en 100 ans plus tard, un navire que je connais par ailleurs également, le gréement a été simplifié. Ouais. Le gréement a été divisé. Pour la même surface, il y a plus de nombre de voiles, ça a été divisé. Un des moteurs de l'évolution du navire, c'est un souci de réduire l'équipage. L'armateur voulait réduire l'équipage pour réduire la masse salariale.
Donc voilà. Donc ces jeunes, ils ont été sélectionnés. Il y a eu 600 candidatures. Il y a eu des entretiens. Il y avait des compétences, des prérequis, des entretiens. Donc la motivation, mais aussi effectivement l'agilité, la force pas tellement, parce que j'en ai vu qui n'étaient pas non plus des Hercules de foire. Voilà. Mais la motivation y est pour beaucoup et ils sont remarquables. Ils sont remarquables. On va passer plusieurs jours avec eux. Et puis il y a une notion de solidarité. Les manœuvres doivent être ensemble. On doit hisser, on doit étarquer, on doit carguer ensemble, hein, parce que on le voit très bien parce qu'il y a différents mâts, donc il y a différentes voiles. À chaque fois, il y a une équipe qui a à gérer le cacatois, la Oui, ça a l'air très évident pour vous. Vous nous racontez un truc qui ressemblerait à une croisière, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. L'organisation sur un navire est toujours la même. Donc, en particulier, là, nous parlons des volontaires. Donc, il y a un noyau de 18 marins professionnels. Donc, c'est ce que Bénédicte évoquait, qui viennent pour certains de Belém, puisque une des grandes particularités de ce voilier, c'est peut-être ça que vous voulez entendre, ce sont les voiles carrées, les vergues. Hein, les voiliers aujourd'hui, ils ont des voiles dans l'axe, des voiles auriques, ce que vous voulez, Marconi. Là, ce sont des voiles carrées. Donc, c'est un peu plus particulier dans la manœuvre, dans la façon de faire évoluer. Plus particulier, ça veut dire quoi? Les virements de bord. Bah, il faut plus de temps, plus de place et plus de monde. C'est plus lourd. Voilà, c'est plus lourd. Bénédicte Donnelly, vous voulez dire un mot sur l'équipage? Oui, je voulais dire deux mots. D'abord, sur les manœuvres de voile, par différence avec un certain nombre de voiliers de patrimoine, on ne peut pas faire les manœuvres de voile depuis le pied de mât. Il faut obligatoirement monter. Il y a beaucoup de navires, y compris, Michel le dira, une partie de la voile du Belém se manœuvre en pied de mât. L'autre partie, effectivement, aussi dans les hauteurs. Mais une partie, là, on ne peut rien faire à partir du pied de mât. Il faut systématiquement monter et anticiper, anticiper, notamment pour réduire la voilure. Il faut rester parfois 2 heures en haut pour réduire la voilure. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que notre choix, puisqu'on était finalement société de navigation contrainte et forcée, on a fait le choix d'essayer de trouver des partenaires pour permettre de supprimer la barrière d'argent. Parce que partout dans le monde, les gens qui naviguent comme volontaires sur ces bateaux-là, non seulement ils ne sont pas payés, mais ils payent, et ils payent très cher, plusieurs centaines d'euros par jour pour naviguer sur des bateaux comme ça dans le monde entier. Nous, on a eu la chance d'avoir des soutiens, la région Poitou-Charentes, des partenaires, des fondations d'entreprises qui ont parrainé les jeunes. Et du coup, on a pu ouvrir cette sélection à tout le monde. Sans aucune distinction, ni sociale, ni d'argent, ni aucune sélection de ce type. Et bien sûr, la sélection s'est faite sur des critères précis, des critères physiques, on l'a dit. Il fallait être capable de grimper. C'est pour ça qu'on a un certain nombre de montagnards à bord. On a des montagnards. On a plutôt des montagnards que des marins. On ne demandait pas de critères de référence nautique. Puis le deuxième critère, c'était la motivation et la capacité à vivre dans l'inconfort, la promiscuité et en groupe, en solidarité pendant plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. Voilà, voilà un peu résumé ce qu'a été cette période de sélection. Alors, Michel Péry, la météo est bonne? Oui. Les prévisions Elle sera météo. bonne sur la durée de la on ne peut pas savoir, ça va durer quand même 2 mois. La fiabilité des prévisions à quelques jours, mais en tout cas au moins les 4 premiers jours, puisqu'une des craintes, enfin quand on est dans le golfe de Gascogne, c'est d'avoir des vents dominants d'ouest contre lesquels il faut s'élever, et donc dans ces voiles qui sont carrées, c'est un peu plus long que des voiles plus récentes. Donc les prévisions des 4 premiers jours donnent des vents portants et assez moyens en force, donc ça permettra de dégolfer, selon l'expression, assez rapidement. Normalement, en 1 jour et demi, ils seront à Finistère. Et quand on est à la barre d'un navire comme celui-ci, est-ce qu'on redoute plus qu'à la barre d'un autre bateau les orages, le gros temps? La différence que Bénédicte évoquait tout à l'heure, en fait, je vous ai dit, plus ultérieurement, les voiles auraient été divisées, en fait. Et donc, ce manœuvre d'en bas. Là, les huniers sont des huniers pleins, qui sont très lourds, très grands, une grande surface. Donc, il faut que les gabiers montent. Et pour les réduire, il faut être sur les vergues. Et ça se fait à la mer, ça ne se fait pas en bas. Voilà. Donc il faut anticiper. Pour répondre simplement à la question, il faut anticiper beaucoup plus. On parlait des conditions dans lesquelles les conditions de vie de l'équipage. Vous pouvez juste nous faire vivre un petit peu le quotidien. C'est spartiate. C'est spartiate. Ce n'est pas aussi rudimentaire qu'à l'époque.
puisque le faux pont a été aménagé. Donc il y a en gros 4 postes dans lesquels il y a à la fois des bannettes, c'est-à-dire des couchettes superposées, et quelques hamacs. Et il y a 4 blocs sanitaires donc, qui contiennent des douches et des WC. Ça, il n'y avait pas à l'époque. Et surtout, il y a une production d'eau. Parce qu'à l'époque, ce qui manquait cruellement, c'était l'eau. Aujourd'hui, il y a des osmoseurs qui produisent de l'eau. Ce qu'on peut évoquer sur les conditions de vie, bon là c'est tout confort, c'est un bâtiment qui est rapide, c'est une frégate. Donc les vaisseaux, c'était beaucoup plus gros que ça, c'est jusqu'à 100 canons, il pouvait y avoir parfois jusqu'à 1000 personnes à bord. Donc coucher tout le monde, c'est dans des hamacs qu'on se partage à 2. Il n'y avait pas de quoi nourrir tout le monde, donc on ne pouvait pas conserver la nourriture, il n'y avait pas de frigo à l'époque, donc c'était terrible. Là c'est un bâtiment qui va aller vite, qui va mettre 5 semaines, on pouvait mettre jusqu'à 2 mois. Donc en fait c'est transatlantique autrefois, c'était là où se jouaient les batailles ultérieures, c'était la flotte qui était capable d'arriver de l'autre côté en ayant le moins de malades, le moins de morts à bord. Là, la traversée va durer combien de temps, vous avez dit? À peu près 5 semaines. Et à l'époque? À l'époque, on avait entre 38 jours et 53 jours. Mais je voudrais dire, par exemple, le faux pont là, 1,65 m. Tout le monde se balade avec un casque. Parce que les gens étaient petits, d'une part, et d'autre part, parce que si le bateau est trop haut, les canons vont se retrouver trop au-dessus de l'eau, le navire risque d'être déséquilibré et de faire comme le Vasa, de sombrer. Donc vous avez un problème de taille sur l'eau. Là, par exemple, vous avez un 74 canons. Eh bien, un 74 canons, on a 2 hauteurs de pont, mais il faut imaginer que, puisqu'il existe le Victory en Angleterre, 1,63 m dans le Victory. Donc tout le monde est courbé en 2, mais attention, la race à l'époque était beaucoup plus petite. On a grandi. Moi, j'ai pris le rôle d'équipage de l'époque. Oui, bon. Tout à fait. Allez, le marquis de Lafayette est devenu une icône aux États-Unis. Il a apporté une contribution décisive à l'indépendance américaine. C'est lui qui parvient à convaincre Louis XVI de la nécessité d'apporter l'aide militaire de la France aux insurgés américains. Résultat, aujourd'hui, 28 villes portent son nom. Il reste aujourd'hui encore célébré outre-Atlantique comme un héros. Et c'est lui qui avait pris place à bord de l'Hermione à l'époque. Stéphanie Gillon, Dominique Lemarchand, avec François-Xavier Rigaud. C'est dans cette commune, en plein cœur de l'Auvergne, que se dresse le château de Chavagnac, où est né en 1757 Gilbert du Motier, marquis de Lafayette. Aujourd'hui, le château est devenu un musée à la gloire du marquis, un musée très prisé des Américains. C'est une idole, c'est vraiment quelqu'un qui fait sens, puisque c'est un Français, donc de souche auvergnate, qui va partir aider les insurgés américains. Et dans la mémoire collective, c'est quelqu'un qui est vraiment marquant. Et en plus, ça a été pendant de nombreuses années pour les Américains le fils spirituel de George Washington, qui a quand même été un des premiers présidents des États-Unis. Plus de 250 ans après son premier voyage aux États-Unis, le marquis de Lafayette passionne toujours autant outre-Atlantique. Chaque année, des centaines d'Américains se rendent en pèlerinage dans le château de Chavagnac. Il faut savoir que nos amis visiteurs américains sont très très émus de venir dans cette demeure. Ah oui, j'en ai vu pleurer plusieurs dans la chambre de Lafayette. Ah bon? Ah oui, voilà leur contentement. Ils viennent d'où alors? Un petit peu partout. La semaine dernière, j'ai eu un couple qui venait de Yorkton, un autre de l'Arizona et une famille qui venait de Californie. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Oh, ils sont très très émus. Quand ils prononcent le nom de Lafayette, on sent que c'est un mot qui vient du fond du cœur. L'histoire entre le marquis de Lafayette et les États-Unis commence en 1777. Tout juste âgé de 19 ans, le marquis traverse pour la première fois l'Atlantique. Il est parti sans l'aval de personne, de par sa fortune, à bord de la Victoire, et il va se mettre au service véritablement des insurgés. Et c'est ce qui va plaire à George Washington. Il est tout jeune. Il a certes été en garnison à Metz, mais il est loin d'être aguerri à la technique militaire. Mais ce qui va faire sa force, c'est qu'il va vraiment arriver à diriger ces compagnies d'insurgés, c'est presque des milices, donc c'est des petites unités, et ça va faire effectivement pour ces Américains une figure bien particulière. Et il va gagner ses galons auprès de George Washington, mais auprès aussi des milices et des insurgés. Le marquis de Lafayette est blessé au combat. Il reçoit une balle dans la jambe. Quelques mois plus tard, il rentre en France plaider la cause des Américains auprès du roi Louis XVI. Ce gamin qui est parti comme volontaire revient en France en étant général dans l'armée américaine. Et là, de fait, il devient pour le roi de France un interlocuteur incontournable. Et il va convaincre Louis XVI que pour faire avancer la guerre, puisqu'on est en guerre contre les Anglais à cette époque, la meilleure solution, c'est d'envoyer une armée en Amérique.
Et c'est sur ce bateau que Lafayette a embarqué pour partir en Amérique. Et sa mission, c'est de partir en avant pour aller porter aux Américains, c'est-à-dire au général Washington et au Congrès américain, la bonne nouvelle de l'aide française aux insurgents américains. En 1781, lors de la bataille de Yorktown, l'Amérique, aidée par la France, gagne la guerre contre les Anglais. Le marquis de Lafayette devient alors un personnage de l'histoire des États-Unis, un personnage qu'on célèbre chaque année. Aujourd'hui, dans le pays, il y a 28 villes qui portent le nom Lafayette. On trouve des dizaines de statues du marquis, des centaines de rues et même une université Lafayette. Le nom de Lafayette est devenu un symbole de la fraternité entre les États-Unis d'Amérique et la France. Une fraternité qui se concrétisera avec l'intervention des Américains lors de la Première Guerre mondiale. On sait que quand les Américains sont arrivés à Paris, ils sont allés se recueillir véritablement. Donc un des généraux s'est recueilli sur la tombe, donc au cimetière Picpus de Lafayette, et a vraiment fait ce lien, ce geste, en venant là pour justement faire ce qu'avait fait Lafayette des siècles auparavant, venir aider, parce que les Français avaient besoin de l'aide américaine. En 1917, sur la tombe du marquis, le lieutenant-colonel américain Charles E. Stanton prononcera une formule qui va rentrer dans l'histoire. Lafayette, nous voilà. Une phrase reprise par les troupes américaines lors du débarquement en France de 1944. Et nous reprenons avec cette question. Pourquoi Lafayette s'est-il autant investi pour l'indépendance de l'Amérique, Christian Duchesne? Le contexte, c'est qu'on sort d'une guerre précédente qu'on appelle la guerre de 7 ans, où on s'est pris une pilée, on perd tout. Si bien qu'on commence à comprendre qu'on a perdu face aux Anglais parce qu'on n'a pas de marine. Et donc il y a une volonté de revanche, on a enfin compris pourquoi on n'arrive pas à en venir à bout de l'Angleterre, et on construit navires, on construit plein de navires, et tout d'un coup on voit que ça bouge en Amérique du Nord, on s'est dit, oh là là, c'est l'occasion ou jamais pour affaiblir l'Angleterre, d'autant que l'Angleterre dominait les mers parce qu'elle s'appuie au niveau logistique sur l'Amérique du Nord. Et c'est comme ça que les choses sont parties, parce qu'on avait à l'époque un grand monarque était Louis XVI. Le maillon faible de la famille, pour moi, c'était Louis XV, qui n'a pas compris l'importance de la mer. Ouais. Et toutes nos défaites, c'est Louis XV. Louis XVI reconstruit une marine, il s'intéressera d'ailleurs fortement à la marine, et donc il laisse faire, il observe. Pendant ce temps-là, nos ministres des Affaires étrangères font en sorte qu'on n'ait plus à se battre sur terre. C'était Vergennes en substance. On peut donc, pour la première fois de notre histoire, donner plus de moyens à la marine qu'à l'armée de terre. Et c'est la seule guerre, il n'y en a pas d'autre, la seule guerre qu'on ait gagnée au XVIIIe siècle. Et donc Lafayette commence, on laisse faire, et puis lorsque on sent qu'on est préparé diplomatiquement, qu'on a mis notre flotte en état, on y va. Car l'indépendance de l'Amérique, c'est jouer sur mer. Lafayette, pourquoi la question portait aussi sur lui? Pourquoi lui, il s'investit autant? Alors, en fait, Lafayette est très riche par héritage. Il ne supporte pas la cour de Versailles, mais il a un rêve, c'est devenir général comme son père avait été colonel. Et pour devenir général, comme il est très jeune, il faut qu'il aille se battre outre-mer. Et pour se battre outre-mer, il va être soutenu par les services secrets français, par le comte de Broglie, par Beaumarchais, par Louis XVI. C'est un riche ambitieux? Non, il est ambitieux, mais oui, il est riche par héritage, mais il n'est pas riche par argent. Enfin, il dépense tout. Donc, oui, d'accord. Il flambe. Oui, il flambe. Oui. Donc, mais fondamentalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est Louis XVI qui finance les expéditions, et Lafayette, il y a la construction du mythe Lafayette. Alors, la construction du C'est un mythe pour vous? Ah mais oui, mais complètement, oui. Lafayette, c'est un mythe, mais c'est un mythe formidable. Un jeune de 20 ans, il pourrait mourir. Il part à 20 ans, il laisse sa femme. Sa femme est enceinte. Il part là-bas. Sa première bataille, alors tout le monde se moque de lui aux États-Unis, c'est le jeune marquis blanc-bec et tout. Et les Américains sont en train de reculer parce que les Anglais, les mercenaires anglais avancent. C'est la bataille de Brandivine. Et à la bataille de Brandivine, Lafayette sort son épée. Non, faut se battre, allez les gars, on y va, etc. Il prend une balle dans la jambe. Il arrête l'armée américaine en déroute. Et la demi-défaite devient un match nul. Mais Lafayette a fait la chose la plus extraordinaire pour un Américain. Il a versé son sang, le Purple Heart. Il est devenu américain. Bon, et en même temps, il va se révéler un très bon militaire. Mais tout le monde attend l'escadre française d'Estaing qui arrive. C'est la bataille de Newport, c'est la bataille devant New York, etc., qui va stabiliser
les Américains. Mais en réalité, on attend l'alliance avec l'Espagne. Parce que les Anglais ont 100 vaisseaux, à 800 hommes chacun. Hein. Bon, les Français en ont 60, il faut l'alliance espagnole de 40. Mais les Espagnols veulent Minorque, ils veulent Gibraltar, etc. Et donc, en réalité, c'est parce qu'on échoue en 1779 qu'on retourne aux États-Unis. On avait prévu une stratégie de guerre courte, elle échoue, et donc on va retourner aux États-Unis. Alors avant d'y retourner, est-ce que vous diriez aujourd'hui que, au fond, sans Lafayette, le sort des États-Unis et le sort de l'Amérique aurait été différent, ou est-ce qu'on se berce d'illusions? On se berce d'illusions, oui. C'est le général du Portail, c'est les officiers français du Coudray, etc., qui ont fait Lafayette, c'est le mythe. Bon. Je rejoins Patrick Villiers. Lafayette n'y est pour rien. C'est la détermination française, ça s'est joué à deux coups. Le premier coup, c'est qu'à la guerre précédente, eh bien, lors de la bataille dans l'espace Caraïbe, les Anglais ont perdu leurs troupes d'élite nord-américaines dans ces combats aux Antilles. Et donc, c'est le début des succès indépendantistes américains, les premiers succès. Et puis, c'est l'implication de la flotte française qui a fait la différence. Le grand général britannique Cornwallis s'est retranché à Yorktown. On l'assiège, mais il ne faut pas qu'une flotte anglaise, commandée par Grève, puisse le ravitailler en mer. Et c'est là où la flotte de Grasse va intervenir. On va empêcher la flotte britannique de pouvoir ravitailler Yorktown. Ils n'ont pas pu. Yorktown se rend. Et de ce fait, il y a eu indépendance américaine. Elle se serait produite, mais certainement pas avant 15 ou 20 ans. Bénédicte Donnelly, vous entendez ça? Lafayette est un mythe. Vous êtes d'accord avec ça? Il en fallait un. Non, mais c'est un mythe créateur. Moi, j'écoute et je suis toujours passionné d'entendre des hommes d'expertise autour de nous. Mais je voulais dire simplement que les Américains, ils ont choisi. Et eux, ils ont choisi d'en faire leur légende. Nous, après, on peut tergiverser, discuter. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, mais c'est un fait. Dans la grande salle du Congrès américain, la salle où le président prononce chaque année son adresse à la nation, la salle qui réunit la Chambre des représentants et le Sénat, il y a deux portraits. Il y a le portrait de George Washington et le portrait de Lafayette. Je veux dire, c'est leur histoire. Vos invités le diront. En fait, il devient un héros aux États-Unis dès le début, parce qu'effectivement, il s'impose par son courage, mais il devient un héros aussi en 1824, quand il revient, il fait un voyage triomphal qui va durer plus d'1 an aux États-Unis. Il est le seul survivant des pères fondateurs de la nation américaine, et du coup, il devient là une vraie légende vivante. Et comme on dit dans L'homme qui tua Liberty Balance... En fait, vous qui êtes franco-américain, d'ailleurs je le précise, Bénédicte Donnelly, c'était Lafayette, il était bon comme... C'est Donnelly, hein. Oui, Donnelly, pardon. Donnelly. Oui, complètement, oui. C'est ça, c'était le roi de la com. Non, je crois que les Américains avaient envie. Non, je pense que les Américains, on l'a dit, ils ont eu un homme qui est arrivé avec humilité, et non pas comme ces jeunes aristocrates français qui arrivaient en terrain conquis aux États-Unis pour dire moi je vais commander l'armée américaine. Non, il est arrivé, il s'est fabriqué, il s'est construit là-bas sur sa valeur, son courage physique. Donc ça n'est pas une escroquerie, hein, qu'il soit devenu une légende américaine. Donc c'est une légende américaine, il l'a mérité. Son histoire en France est plus controversée. Alors, est-ce que les Américains vous attendent à Yorktown? Est-ce que c'est la même émotion de l'autre côté de l'Atlantique? Je le souhaite. On a travaillé pour ça. Depuis des années, on a créé une fondation américaine. Notre projet de voyage aux États-Unis, ça n'est pas pour dire aux Américains venez, attendez, on vous a libéré, on vous a permis d'être indépendant en 1782, 81, c'est nous les héros. Non, c'est pas ça. C'est de dire on partage une histoire commune. Par contre, vous l'avez un peu oublié. C'est vrai qu'ils l'ont oublié, on le sait. Lafayette, vous interrogez les Américains dans la rue, ils savent qu'il y a des villes qui portent le nom de Lafayette. Ceci dit, si vous allez à Paris, vous demandez qui est Lafayette, on vous dit c'est les galeries. Donc on est à peu près au même niveau, d'ignorance. Hein. Mais les Américains, ce qui me frappe, c'est que ça bouge. Là. Il y a une effervescence. On a fait un appel aux villes pour savoir celles qui voulaient nous accueillir. Et elles ont répondu si on fait 12 escales. On a mis la barre très très haut quand même. 12 escales aux États-Unis qui vont être des escales non seulement populaires, mais des escales culturelles, diplomatiques. À chaque fois, il va se passer beaucoup de choses là-bas. Donc je pense que le public américain, en plus avec le formidable soutien de l'Association des grands voiliers américains, qui a fait de cette année 2015 l'année de l'Hermione. On est l'invité d'honneur des grands voiliers américains. Ça, c'est superbe. L'Hermione part avec François Hollande. Est-ce qu'il arrive avec Barack Obama?
D'abord, oui, ça nous fait plaisir que le président de la République soit là demain. Je veux dire, pour deux raisons, ou même pour trois d'ailleurs. La première, c'est que on a construit un élément du patrimoine, je l'ai dit tout à l'heure, et nous, association, avec nos petits bras. Donc c'est sympa que la France reconnaisse qu'on lui apporte un élément qui avait totalement disparu de son patrimoine. Un patrimoine maritime. La deuxième raison, c'est qu'effectivement, on a un message qui est un message d'amitié vis-à-vis de l'Amérique, et c'est bien que le président de la République en personne vienne le dire. Et puis, troisièmement, c'est... Pardonnez-moi de vous avoir coupé, Bénédicte Donnelly, mais je crois qu'il y a la déclaration des droits de l'homme aussi à bord, qui va voyager, qui va transiter. Non? Oui, ce sont les valeurs que porte. Oui, absolument. Il y aura ce qu'avait écrit le projet de déclaration que Lafayette avait écrit, je crois, avec Benjamin Franklin, qui deviendra après, au sein de notre République à nous, la Déclaration des droits de l'homme. Mais donc il y a toute cette histoire, et puis il y a le salut à tous ceux qui ont à ces 4 200 000 visiteurs, à tous ces partenaires, à tous les artisans qui ont bossé là-dessus, et à tous nos volontaires, à tout ce formidable bénévolat de 17 ans. Alors, on avance, car au-delà de la carte postale, de la nostalgie, les vieux gréements sont devenus une activité à part entière. Il est possible d'en louer pour séjourner en mer, faire des croisières très luxueuses dans ces vieux voiliers réhabilités, ou même des régates qui attirent des touristes. Ce sont aussi des métiers d'artisanat qui sont remis à l'honneur pour entretenir ces voiliers traditionnels. Reportage aux Pays-Bas dans une autre grande puissance maritime historique. Sarah Sisman, Mathieu Vibo avec Barbara Steck. Dans le port d'Arlingen, non loin d'Amsterdam, il n'y a plus de marins qui chantent, mais les voiliers sont encore là. Ces vieux gréements, pour certains reproduits, pour d'autres restaurés, ont aujourd'hui une deuxième vie. Régates, balades, croisières, ces majestueux bateaux ont le vent en poupe. Jacob Jandam est capitaine du Thalassa. Il participe à des courses de voiliers accompagné de jeunes mousses. Là, ce sont des photos de l'année dernière, prises lors de la course des grands voiliers. On est parti de Harlingen, de chez nous, avec les jeunes. On était 35 à bord. On est parti en pleine mer. On leur a appris à monter au mât, à hisser les voiles. Ils se sont familiarisés avec la navigation. Et on a navigué avec d'autres bateaux à destination de la mer du Nord. Pour cet ancien psychothérapeute, devenu marin sur le tard, la voile est avant tout une passion. Ce qui l'anime aujourd'hui, c'est de transmettre son amour de la navigation à l'ancienne. Naviguer sur un bateau moderne avec un moteur, ce n'est pas drôle, ce n'a pas beaucoup d'intérêt. Quand on pense à ce qu'il se faisait à l'époque, on naviguait autour du monde sur des bateaux en bois au fil du vent. C'est une sensation différente, c'est une autre façon de voguer. Vous vous sentez comme Christophe Colomb découvrant le monde? Non, le monde a déjà été découvert, mais moi j'ai découvert la navigation, les mers. Maintenant on sort en mer, on pêche, on navigue et les gens adorent ça. Amarrés juste à côté, deux autres navires, l'Atlantis et l'Artemis. Leur propriétaire a créé sa compagnie de croisière sur gréement il y a 25 ans. Visite guidée. Donc là, nous sommes dans le salon principal. Les clients y prennent leur déjeuner, leur dîner. Il y a 18 cabines à bord. Voici une cabine. Bien sûr, on est sur un bateau, donc c'est relativement petit. Mais ça reste très confortable. Mettre les voiles vous coûtera environ 1 000 € la semaine. Mais le bateau peut être entièrement loué pour 20 000 €. Une offre alternative au gros paquebot. Beaucoup de gens n'aiment pas faire de croisière, car ça reste du tourisme de masse. Il peut y avoir des milliers de personnes à bord. Ici, c'est plus humain. Il n'y a que 30 à 35 personnes à bord. Et en plus, on navigue à la voile, ce que les gros paquebots ne font pas. Pour entretenir tous ces bateaux, un autre passionné a monté son entreprise de construction et de restauration. Il emploie une 60aine d'ouvriers.
Ce que vous voyez, c'est le mât principal d'un bateau qui s'appelle le Bonaire et qui est le plus vieux bateau de la flotte hollandaise. C'est un bateau à 3 mâts et on travaille à sa restauration depuis déjà 10 ans. Une quarantaine de vieux gréements sont passés par ces ateliers et le chiffre d'affaires est au beau fixe. Il y a un véritable business pour les vieux gréements. Ça a commencé comme un hobby et maintenant c'est un business. Ils naviguent dans le monde entier. Ça a commencé en Europe. Et maintenant, beaucoup de bateaux vont vers le Groenland et l'Antarctique. Mais ces bateaux n'ont pas vocation à naviguer qu'en direction de contrées nordiques. Une compagnie s'est lancée dans la croisière de luxe. Direction les Cocotiers, à bord d'un 5 mâts. Aventure moderne, garantie. Alors, est-il possible de loger des passagers sur l'Hermione pour faire vivre ce navire et renflouer les caisses de l'association? Est-ce qu'on peut imaginer à terme que l'Hermione serve à faire des croisières comme cela? Ça sera plus difficile. Ces navires constituent, alors qu'ils soient sauvegardés ou que ce soit des répliques reconstruites, doivent trouver une exploitation adaptée. Donc un navire, si vous voulez qu'il se conserve, il faut le faire naviguer. Donc il faut entretenir un équipage, un navire en navigation. Et donc il faut mettre en face des rentrées d'argent, pour parler trivialement. Donc imaginez l'exploitation. Donc sur l'Hermione... Donc c'est du tourisme, c'est possible à bord de l'Hermione ou pas? Alors sur l'Hermione, on parlait tout à l'heure des conditions de confort, des 1,65 m. Je pense que, voilà, que les bosses seraient nombreuses. Donc, mais il y a une demande pour ça aujourd'hui. Il y a un engouement pour les vieux gréements. Nous avons appareillé mercredi avec l'Hermione, mercredi à 14 h, un jour de semaine sans battage particulier. Il y avait plusieurs milliers de personnes à terre et plusieurs centaines de bateaux qui nous ont accompagnés et c'était tout à fait stupéfiant. Donc demain, pour le grand départ, ça sera étonnant. Oui. Mais vous partez de temps en temps avec des gens comme nous tous ici qui ont peut-être pas tellement navigué et qui viennent naviguer à bord de vieux gréements juste pour le plaisir? Moi, j'ai plein d'activités maritimes en général et dans le patrimoine également. Hier, quand votre collaboratrice m'a appelé, j'étais en train de promener une classe de Saint-Jean-Pied-de-Port. Il y a des enfants qui avaient pas eu de contact direct avec la mer sur un petit bateau de 14 mètres de notre association. Donc voilà. Et sur des vieux gréements comme ça, vous le faites ou pas? Oui, mais c'est un vieux gréement. D'accord. Sur le Bélène, il y a 48 places. 48 passagers peuvent embarquer. Stagiaires, voilà. Parce qu'on va vous faire tirer les cordages. Alors comment vous expliquez ce regain d'intérêt pour ces vieux bateaux, quoi? C'est quoi? C'est le goût de l'histoire? C'est nouveau patrimonial. Ce qu'on peut dire, on ne le sait pas, c'est que les Anglais, en 1947, nous ont rendu un navire qu'ils nous ont pris à la bataille de Trafalgar. Il s'appelait Duguay-Trouin. C'est une frégate magnifique. On l'a accepté. On l'a tiré jusque dans les eaux françaises. On lui a mis une dernière fois le pavillon français. La marine française l'a coulé parce qu'en 1947, on n'avait pas, semble-t-il, les moyens. C'est vrai que c'était difficile, 1947, d'entretenir un tel navire. Mais ça montre à quel point on ne s'intéressait pas à tout ce qui était patrimonial et notamment aux navires patrimoniaux à l'époque. C'est fabuleux un projet comme celui-ci parce que au-delà de tous ceux qui sont dessus, on voit bien que c'est presque la France entière qui va l'accompagner. Et c'est très intéressant parce qu'on voit depuis quelques années une évolution totale par rapport à la mer. C'est quelque chose qui va nous emmener en mer. Et ce que disait Bénédicte tout à l'heure, c'était très beau. Il y a 2 traversées. Il y a eu la traversée depuis 17 ans pour mener cette aventure. Et ce qui nous séduit dans la mer, c'est qu'enfin on commence dans ce pays à voir la mer pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pas la mort, pas la folie, pas uniquement les boulettes des marées noires. On découvre véritablement que cette mer, elle chante en nous quelque part. Et c'est ça qui fascine autant les Français. Elle chante en nous, pourquoi? Parce qu'on sait maintenant avec une certitude que nous émanons tous du milieu marin, qu'on est des poissons desséchés, qu'on a passé à peu près tous ici 9 mois dans le ventre de notre mère qui a exactement le liquide amniotique et derrière tout ça on commence à être de plus en plus séduit par la mer et toute vie s'apparente à une traversée maritime, qu'elle soit sur terre ou à bord du Belém. Je garderai cette phrase, nous sommes des poissons desséchés pour plus tard. Bénédicte Donnelly, l'attrait de l'Hermione pour les touristes s'est confirmé, il y aura du monde demain et est-ce que vous imaginez, peut-être que vous pouvez répondre à la question que nous posait tout à l'heure ce téléspectateur, est-ce que à terme l'Hermione pourrait devenir un bateau qui emmène des touristes? La réponse est non. Elle est clairement non.
D'abord parce que c'est un bateau prototype. Nous n'avons pas de feu vert pour embarquer autrement que dans des eaux intérieures. Sur des eaux intérieures, on peut embarquer des gens. On peut embarquer des volontaires, ça c'est clair. On va rester sur ce projet-là, d'embarquer des volontaires. Mais je rappelle que le projet de l'Hermione, il est clair depuis le début, depuis plus de 20 ans. C'est un navire musée, mais c'est aussi un navire qui navigue. Mais c'est un navire musée, donc son retour fin août à Rochefort, on va retrouver, je dirais, notre vocation originale, c'est-à-dire celle de partager. C'est-à-dire que nous, notre projet, il est d'abord, je l'ai dit, culturel, donc on partage ce qu'on a vécu sur le chantier, les navigations qu'on a fait, et puis on va en préparer d'autres, mais on va les préparer sur 3-4 ans. C'est-à-dire que le projet, c'est des navigations exceptionnelles qu'on construit avec les pays où on veut aller, qui a une cohérence historique. Vous parliez de touristes. On est devenu effectivement un vrai succès touristique, mais on ne l'avait pas envisagé au départ. On pensait qu'il n'y aurait pas plus de 50 000 visiteurs. On a eu 250 000 visiteurs par an pendant toutes ces années de chantier. Pour nous, c'est magique. Mais on a fait en sorte, je crois, de partager notre projet. C'est pour ça, partager les chantiers, partager l'aventure nautique, partager l'aventure maritime. Oui, demain, je pense qu'on a été bluffés, nous, quand on est arrivé à Bordeaux. Notre première escale, ça a été Bordeaux. Bordeaux, on s'est dit, on sort pour la première fois de Rochefort depuis 17 ans. Il y avait 100 000 personnes sur les quais du port de la Lune et les quais de Bordeaux au début du mois d'octobre dernier. Donc on savait qu'on avait touché quelque chose. Ce quelque chose, à la limite, il nous dépasse. Il nous dépasse, ça va au-delà de ce que nous-mêmes nous pouvions anticiper. On ne sait même pas trop pourquoi on a touché le cœur des gens comme on l'a touché. Donc voilà, c'est un peu un mystère cette effervescence. Vous restez avec nous, Bénédicte Donnelly. Nous allons passer maintenant aux questions SMS. Avec peut-être une colle, Jean, je ne crois pas. Que signifie le nom Hermione? Les frégates françaises portent traditionnellement de Louis XIV à Louis XVI des noms de déesses ou de qualités. Donc elles seront la courageuse, l'engageante, ou alors vous aurez donc justement la Diane, l'Hermione. Et donc Hermione. Voilà. Et plus féminin parce que c'est plus féminin par rapport au gros au vaisseau. Le vaisseau, c'est un nom plutôt masculin. C'est pas très égalitaire dans le contexte de l'époque. Et la frégate est plus fine, elle va plus vite, donc elle est plus agile. La plus agile. Voilà, c'est ça, plus gracieuse, etc. Mais vous n'avez pas répondu. C'est qui Hermione? C'est la déesse. Romaine, là on utilise le nom. Dans certains cas, on prend des noms grecs, là on prend le nom. Et c'est la déesse de quoi? Ah, voilà, je me suis vengée. Allez, je crois. Allez, qui est propriétaire et armateur du bateau? C'est l'association Hermione. C'est l'association Hermione, oui. Lafayette, oui. Bénédicte Donnelly, vous confirmez, c'est l'association qui est propriétaire et armateur du bateau? Je vous le confirme. L'Hermione prendra-t-elle le même itinéraire que l'Hermione originale? Non. Alors j'ai retrouvé le journal de bord. Donc le journal de bord est très clair. En fait, on est parti en ligne directe avec des vents contraires. On a d'ailleurs eu plusieurs tempêtes. Au premier départ, l'Hermione revient parce qu'elle a cassé sa grande vergue. Donc on change de vergue, on prend la vergue de la Galatée et on repart. Et ensuite, l'autre problème, c'est qu'on ne connaissait pas très bien les eaux américaines parce que les Anglais contrôlaient les cartes. Et quand on va arriver sur les eaux américaines, on n'a pas de pilote à bord. Et donc Latouche-Tréville, qui est le commandant, intercepte un bateau. C'est un Américain qui dit « Moi, je connais bien une partie de la côte, mais pas très bien. Donc on va où je sais naviguer, c'est-à-dire Marblehead, c'est-à-dire en fait le port de Salem. Et là, on trouvera un pilote qui va vous conduire à Boston. » Donc, vous voyez, on naviguait par étapes, etc. Aujourd'hui, on a des pilotes et des cartes. Alors, une question très intéressante. Tiens, pourquoi y a-t-il un pavillon tricolore à la poupe d'un bateau qui a navigué en 1780? C'est la réglementation. Parce que c'est un navire. Michel Perry. Parce que c'est un navire qui est immatriculé sous pavillon français. Donc, ce sont les couleurs réglementaires. À l'époque, il y avait quoi comme drapeau? Blanc. Voilà, l'hélice royale. Ou bleu royal. On avait les deux. Comment ce projet a-t-il été financé? Là, c'est Bénédicte qui va vous le dire, mais par le bénévolat. Alors, Bénédicte Donnelly, très vite, comment ce projet a-t-il été financé? À qui vous dites merci aujourd'hui? Je dis merci aux 4 200 000 visiteurs, à nos 8 000 adhérents et aux 3 collectivités partenaires, région Poitou-Charentes, département de Charente-Maritime et ville de Rochefort, parce qu'ils nous ont toujours soutenus, tous ceux-là, tous ensemble. Et le gouvernement vous a rien donné? Le ministère de la Culture, ça fait rire en plateau quand je pose cette question. Pas de réponse. Non, je ne vais pas dire ça, ça a été très, très modeste. Bon.
Voilà, on a compris. Y a-t-il de l'électronique à bord? Y a-t-il un moteur auxiliaire, Michel Péry? Oui, il y a une propulsion par 2 propulseurs azimutaux. Il y a un groupe électrogène qui permet d'avoir de la ventilation, du chauffage, etc., un peu de confort. C'était obligé, les moteurs? Le choix était discuté au départ du projet et l'éventualité de mettre une conserve, c'est-à-dire un navire à moteur qui accompagnerait au moins dans les eaux côtières, avait été évoqué. Voilà. Après, pour la praticité de l'exploitation, c'est quand même un sacrifice, à mon avis, utile. Et surtout pour manœuvrer au port, il paraît. Pour manœuvrer au port, voilà, c'est ça. Parce que sinon, ça vous coûte un peu cher, un remorqueur, voilà, il y a des limites de conditions, etc. Y a-t-il un site internet dédié pour suivre le voyage de l'Hermione? Oui. Bénédicte Donnelly. Oui. Il y a un site internet où on va pouvoir suivre l'évolution? Vous allez sur W2. Oui, il y a un site, il y a le site de l'association Hermione Lafayette, hermione.com, et puis dans le site, il y a un blog alimenté tous les jours par le médiaman, c'est-à-dire en français dans le texte, l'homme qui, au sein de l'association, est à bord pour diffuser tout ce qui se passe tous les jours vis-à-vis des réseaux sociaux, vis-à-vis de notre propre blog. Mais vous pouvez suivre en direct tous les jours. Et en plus, il y a la position, Michel le dira, la position en permanence du navire qu'on peut retrouver sur Internet. Un bateau plus moderne naviguera-t-il à proximité en assistance? Non, c'était la conserve que j'évoquais, l'hypothèse que j'évoquais tout à l'heure. Non, le navire est autonome. Le commandant Cario m'a dit que l'Hermione est un navire formidable, elle irait plus vite que le bateau du 18e et que c'est un navire sensationnel qui a besoin de rien et de personne. Et il va nous le montrer d'ailleurs, il va battre des records, nous a-t-il dit. Y a-t-il des recherches scientifiques prévues lors de la traversée? Oui, si. Ah oui, non. Il y a un accord avec Météo France et l'IRD. Qu'est-ce qu'on fait comme genre de recherche? Ils vont faire des prélèvements d'eau de mer, mais ce sont des choses qui se font sur les navires de commerce en général. Et donc là, voilà. Autre question, vont-ils pêcher en pleine mer? Oui, probablement. Oui. Ça fait partie des occupations, oui. Non, mais c'est une très bonne question parce que à l'époque, le grand problème, c'était le scorbut à bord. Et notamment pendant la guerre de 7 ans, il y a une escadre française, en arrivant au Canada, qui a eu une épouvantable épidémie de scorbut. Or, tous les marins à bord étaient d'anciens pêcheurs. Et les eaux du Canada, c'était des eaux de morue. Eh bien, au lieu de pêcher la morue et de nourrir l'équipage avec de la soupe de poisson, on a continué à les nourrir avec du bœuf séché, du poisson salé, et les gens sont morts de scorbut, etc. Et quand De Grasse arrive à la Chesapeake pour battre les Anglais, j'ai été regarder le journal de bord, la première chose qu'il met, des chaloupes pour pêcher, et on n'a pas eu d'épidémie à bord. Y a-t-il d'autres constructions historiques envisagées? On envisage d'en faire quelque chose d'autre à Rochefort, parce que quand l'Hermione était à Bordeaux, je suis allé à Rochefort, il faut reconnaître que c'est pas une ville morte, mais enfin c'est plus du tout la même ville. Je crois que c'est quelque chose qui, grâce à Bénédicte Donnelly, Éric Corsena, ça a totalement dynamisé la ville de Rochefort, la région. 4 millions de personnes, c'est tout à fait extraordinaire. Je crois qu'il va falloir envisager, Bénédicte, quelque chose d'autre. Peut-être, pourquoi pas, un bâtiment qui pourrait ressembler effectivement au bâtiment de Cavalier de Larsal, qui ressemble également au bâtiment Alors de on va très vite aller à Rochefort, Bénédicte Donnelly. Est-ce que c'est prévu? Il faut. Non? Si. Écoutez, moi, je passe le relais, Je passe le relais à la fin, au retour d'Amérique, je passe le relais. Donc c'est à d'autres d'inventer l'histoire pour les 20 ans qui viennent, mais je suis sûr qu'ils sauront l'inventer. Allez, qu'est devenue la première Hermione? Très bonne question. Ça s'est mal terminé. Elle a fait naufrage. Elle a fait naufrage en 1993 à cause d'un pilote qui... Alors, il faut savoir qu'à bord des navires de guerre, on a des gens spécialisés, notamment on embarquait des pilotes, alors des pilotes professionnels. Et en l'occurrence, le pilote qui a embarqué il s'est trompé d'amer et donc il est allé s'échouer auprès du Conquet, si vous voulez, au large de Brest. Bon, et donc le capitaine est passé en conseil de guerre et il a été blanchi parce que ça a été reconnu comme étant la faute totale du pilote. Et on a retrouvé l'épave? Oui, on a retrouvé l'épave, on a retrouvé une ancre, on a retrouvé plusieurs canons qui sont aujourd'hui à Nantes, au musée de Nantes. Ce voyage historique est-il le symbole de notre amitié avec les Américains? Ah complètement, oui. Ça rappelle tout à fait cette épopée essentielle. Encore une fois, sans la France en Amérique du Nord, l'Amérique aurait été indépendante, mais 20 ans plus tard au minimum. Donc oui, c'est quelque chose dont on peut être fier. C'est une formidable guerre dans laquelle la France a pu dominer parce que nous étions sur mer. Oui, on peut être fier. Et puis ça donne aujourd'hui un dynamisme extraordinaire. Alors, ça fait rêver la France entière. Je termine avec cette dernière question qui est un commentaire, un rêve merveilleux qui devient réalité pour ces chanceux. Bon vent à l'Hermione et faites-nous rêver. Merci à Bénédicte Donnelly qui était en duplex avec nous de Rochefort. Merci à vous toutes. C'est la fin de cette émission.